Hello, donc on continue avec les articulations et cette fois-ci, on va voir la troisième classe d'articulation, les articulations synoviales. Les articulations synoviales, leurs caractéristiques, elles ont une activité articulaire remplie de liquide. Les objectifs d'apprentissage, décrire la structure générale d'une articulation synoviale, nous avons un magnifique schéma à côté pour ça. Donc, décrire la structure générale d'une articulation synoviale, comparer les structures et les fonctions des bourses et des gaines et des tendons, énumérer trois facteurs naturels qui stabilisent les articulations synoviales, nommer et décrire ou exécuter les divers types de mouvements corporels, nommer les 6 types d'articulations synoviales en vous basant sur les mouvements que chacun permet. OK. En articulation synoviale, les os, ils mettent tête ensemble, ils s'unissent par l'intermédiaire d'une cavité remplie de synovies. Cette disposition, OK, à fait de cavité qu'on gagne, ça permet d'avoir une grande liberté de mouvement, si bien que toutes les articulations synoviales sont des articulations très mobiles. Pratiquement toutes les articulations des membres concernées. La majorité, et ça représente la majorité des articulations du corps. OK? Donc, toutes les articulations des membres, en fait, appartiennent à cette classe, c'est-à-dire articulation synoviale. Première partie, c'est la structure générale. Et on va regarder le schéma. Ça, là, libre parce que le schéma a tout pris, donc ma besoin pour me virer l'autre côté. Le schéma est là. Les articulations synoviales possèdent 6 caractéristiques. OK? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tiens, elles ont schéma. 6 caractéristiques. Donc, un, cartilage articulaire, 2, cavité articulaire, 3, capsule articulaire, 4, synovie. À l'objet fronti campé. OK. Donc, on reprend. Donc, on a dit que il y a 6 caractéristiques. OK. Donc, on va me contrôler. Ça me tape fait lorsque j'ai le petit souci. Cartilage articulaire, ça fait une. Cavité articulaire, ça fait 2. Capsule articulaire, ça fait 3. Synovie, ça fait 4. Ligament, ça fait 5. Ah, sixième, non, pas dans le schéma, ce sont les vaisseaux et les nerfs. OK, donc 6 points. OK, 6 caractéristiques. Voilà, le numéro, on va ça. Bon. Premier, c'est le cartilage articulaire. On avait vu que le cartilage articulaire, c'est à la fin de la croissance osseuse, où on noyau d'ossification qui fait, et puis il y a une ça qui était en bas. OK, ça qui était distal, là, est transformé en cartilage de croissance, tandis que ça, quand l'air, est fini par fait en tant que cartilage articulaire. Donc, ça, c'est cartilage articulaire. OK, les surfaces des os qui s'articulent sont recouvertes d'un cartilage articulaire, cartilage hyalin, lisse et luisant, composé de fibres de collagène de type particulier. C'est coussinets minces, d'au plus 1 millimètre, mais spongieux, absorbent la compression que subit l'articulation et préviennent donc l'écrasement des extrémités osseuses. Donc, c'est comme un casque qui protège tête oie, épiphyse. Cavité articulaire. Maintenant, la cavité articulaire qui n'appartient qu'aux articulations synoviales, OK, c'est ça qu'on a dit ça, ont une cavité articulaire, contient une petite quantité de liquide. Il s'agit en fin de compte d'un espace virtuel. OK? Et puisque il est presque inexistant. Cependant, il prend de l'expansion si du liquide s'y accumule, si ça relève épanchement. Donc, on dit que c'est une cavité virtuelle dans les conditions physiologiques. Du monde pathologique,
OK? Par exemple, on a de dans le genou, on voit la cavité. Bon, ça fait deux. Troisièmement, c'est la capsule articulaire. Même bien aimé lorsque les livres parlent de mâchon fibreux. Hein. Donc, la capsule articulaire entoure la cavité articulaire. C'est elle-même qui va donc délimiter la cavité articulaire. Elle comprend deux touches de tissu. La couche externe, donc ça qui est en dehors, est composée de membranes ou capsules fibreuses résistantes, formées de tissus conjonctifs denses, irréguliers et fixés en, au périos des os adjacents. OK? Et dans cette capsule-là, on s'est retrouvé des renforts capsulaires que il pas les ligaments. Bon. Et elle renforce l'articulation et empêche les os de se séparer. Donc, c'est lui qui empêche les os de déboîter lorsqu'ils sont soumis à une traction. La membrane synoviale, lui-même, constituée de tissu conjonctif lâche, tapisse l'intérieur. Donc, la membrane, la capsule articulaire, OK, proprement dit, les dehors, et puis doublé en dedans de la membrane synoviale, qui est du tissu conjonctif lâche, OK, et, et qui forme parfois des cul-de-sac ou plis synoviaux, nous parlons de ça, lorsqu'on va voir les bourses, etc. Donc, en cul-de-sac ou plis synoviaux, nous avons au niveau du genou. On continue de songer. De plus, avec le cartilage hyalin, elle circonscrit le volume de la cavité articulaire. Elle comporte de 1 à 4 couches de cellules qui sont de deux types. Un type de cellule joue un rôle phagocytaire permettant de débarrasser la cavité articulaire des micro-organismes et des débris cellulaires qui nous reviennent. L'autre type joue un rôle de synthèse et sécrète la synovie. Alors, contrairement aux muqueuses, les muqueuses qu'on savait voir, la capsule, la membrane synoviale, la couche qui régénère la membrane synoviale, elle n'est pas basale. OK? Il n'est pas collé au niveau de la membrane, la partie fibreuse de la membrane articulaire. OK? C'est très important quand on va voir les pathologies pour comprendre. OK? Donc, c'est lui-même qui est en périphérie. Ce qui fait que du moment qu'on a une infection dans le liquide synovial, là, les tout détruit membrane synoviale, là, qui n'a qu'à sécréter liquide encore. Donc, ça, c'était pour la membrane synoviale et elle va sécréter la synovie. La synovie, c'est une petite quantité de synovie ou liquide synovial lubrifiante, ça veut dire que le graisse sécrétale permet de glisser, occupe l'espace libre à l'intérieur de la capsule articulaire. Ce liquide provient principalement de la filtration du sang. C'est pour ça que fait que dans certains livres, on met un filtre sanguin, ok? Principalement de la filtration du sang qui circule dans les capillaires de la membrane synoviale. L'acide hyaluronique et les glycoprotéines que renferme la synovie lui confèrent une consistance visqueuse. C'est exactement une poisse. Okay? Semblable au blanc d'œuf. OK? Donc, qui vient de sun avec et au œuf. OK? Synovial. Donc, synovie veut dire qui est semblable au blanc d'œuf, quoi. Cette viscosité augmente lors d'une immobilisation et diminue lors d'une activité. Ça fait que toujours bon, l'hormone a fait petit exercice. Donc là, vous avez le schéma, OK, avec les ligaments qui sont des renforts, qui peuvent être des renforts de la capsule articulaire. Ici, vous avez la capsule articulaire qui est deux parties, la partie externe qui est la membrane fibreuse et la partie interne qui est la membrane synoviale. Donc, pour mieux comprendre Bayo, on a fait la cavité, on a montré une cavité qui, normalement, dans les conditions virtuelles, n'existe pas parce que toutes membranes sont collées les unes aux autres. OK? Donc, on continue avec la synovie. La synovie présente à l'intérieur des cartilages, OK,
La synovie présente à l'intérieur des cartilages articulaires constitue une pellicule lisse porteuse qui réduit la friction, c'est-à-dire l'usure des cartilages. Donc, en son graisse, ok, les lubrifier, les permettre que le cartilage bien fonctionner. Et puis avec ce coquillage. Sans cette lubrification, le frottement userait les surfaces articulaires. Plus encore, un frottement excessif risquerait de surchauffer les tissus des articulations et d'en provoquer la destruction. En nous compte ça, nous courir, articulation, par exemple, si nous faisons marathon, articulation, par jamais surchauffer. Lorsqu'une articulation synoviale subit une compression, les cartilages, leur poids, leur sauter, leur voler, ça leur fait réception. Okay? Les cartilages articulaires expulsent de la synovie dans la cavité. Cette libération de liquide est favorisée par le fait que le cartilage articulaire, contrairement aux autres cartilages, ne possède pas de péricorde. Okay? Et c'est peut-être ça que le pape a renouvelé, parce que le pape a un péricorde. Puis, au fur et à mesure que la pression est réduite, la synovie retourne dans les cartilages articulaires un peu comme l'eau dans une éponge. D'où elle est prête à être expulsée de nouveau lors d'une autre compression de l'articulation. Ce mécanisme est appelé lubrification par suintement. Il lubrifie les surfaces libres du cartilage et nourrit les cellules. Donc, vous vous rappelez que le cartilage est un avasculaire, ok? Le cartilage lui-même aussi, il va donc nourrir les cellules, les chondroblastes par osmose. Alors, il y a une autre bagaille qui n'a pas dit là encore, cartilage là, il va le fond, de la membrane synoviale, il va le bon, on effet de succion. On connaît l'orgon vert qui est mouillé, en bas vert mouillé, vert à boire par exemple. OK, si une surface, si on a besoin de décoller, il va décoller facilement. Donc, et membrane synoviale, il fait ça toujours. On appelle ça, c'est une force de tension active. Donc, ça crée à l'intérieur de la capsule articulaire une pression négative qui accole donc les surfaces les unes aux autres. Alors, pour qui ça, ou café doit être craqué, OK? Bon, c'est une théorie. Le fait de tirer sur les doigts, OK, parce que mais c'est pas seulement tirer, on plie. Donc, le fait de tirer sur les doigts augmente le volume de la cavité articulaire. Ça, c'est pour l'articulation. OK? Ce qui diminue la pression synoviale jusqu'à des valeurs inférieures à la pression atmosphérique. Il y a alors formation de petites bulles de gaz qui apprennent rapidement l'expansion et émettent des craquements. Bon, ça, c'est une théorie qui, bon, moi, j'aime qui j'en fais, ouais, ça, parce que il faut mettre une petite caméra pour passer. Ligament. OK? Autre structure qu'on va voir, ce sont les ligaments. Les articulations synoviales sont renforcées par un certain nombre de ligaments qui sont les bonnes fibreuses, qui ressemblent à des bonnes. Il s'agit pour la plupart de ligaments capsulaires, c'est-à-dire ils constituent un épaississement de la membrane fibreuse. J'aime te dire dernièrement. D'autres sont indépendants, ils se trouvent soit à l'extérieur, ce sont les ligaments extracapsulaires ou externes, soit à l'intérieur, ce sont les ligaments intracapsulaires ou internes. Un exemple de ligament intracapsulaire interne que nous avons, ce sont les ligaments croisés du genou. En réalité, les ligaments internes ne se situent pas dans la cavité articulaire, où ils sont recouverts par la membrane synoviale. Donc, on dit que ces ligaments-là, ils sont intracapsulaires, mais extrasynoviales. Les contorsionnistes, on dit des articulations, femmes, ça oui, l'homme sans os, ok? Et ils ont fait un content, là, ouais, qui peut passer les deux pieds derrière le cou. Toutefois, la raison de cet exploit n'est pas que c'est pas zo qui vient mou, ok, ou bien si c'est pas articulation en plus qui vient. En fait, ok, leurs capsules articulaires et leurs ligaments sont plus élastiques et plus souples que la moyenne. Un entraînement long et douloureux vient renforcer cette aptitude physique naturelle, mais il y a des tous, il y a son petit défaut que le gagne au niveau de la constitution du cartilage, de la constitution du collagène, qui fait que le collagène est beaucoup plus lâche et que permet pour faire ça. Ensuite, vaisseaux, nerfs et vaisseaux sanguins, les articulations synoviales sont riches en neurofibres, parce que c'est eux qui parlent de sensation, okay, qui innervent la capsule articulaire.
Alors, il y a plusieurs types de neurofibres. Il y a certains qui vont détecter la douleur, comme on le constate après une blessure à une articulation. On fout les pieds. Mais la plupart règlent indirectement la position des articulations et de l'étirement. Autrement dit, ces sensations, ça, et neurofibres, ça, il y a bien pour voyer information, est-ce que genou, par exemple, si moi pour genou, est-ce que genou a plié, est-ce que le détiré, ok? Et est-ce que le ligament détiré à droite ou bien à gauche? Donc, l'analyse de ces informations, ok, de l'étirement des articulations, est une des nombreuses façons dont le système nerveux perçoit la position et les mouvements de notre corps. OK? Et par ailleurs, les articulations synoviales et surtout la membrane synoviale sont richement vascularisées. Leur lit capillaire étendu élabore un filtre sanguin qui est la base de la synovie, comme l'avons déjà mentionné. Ça veut dire là, c'est que il y a un pile en plus de nerfs là, il y a un paquet de vaisseaux sanguins. Et les vaisseaux sanguins, ce sont des capillaires et ces vaisseaux sanguins qui vont filtrer une partie de sang, qui vont traverser l'articulation de l'articulation synoviale pour justement donner la synovie. Certaines articulations synoviales possèdent d'autres caractéristiques structurales. Par exemple, les articulations de la hanche et du genou comportent des coussinets adipeux amortisseurs de la membrane fibreuse et de la membrane synoviale ou de l'os. Ok, c'est ça, les fameux ménisques. D'autres articulations présentent des disques au coin de cartilage fibreux entre les articulations. Ces disques articulaires ou ménisques qui viennent du grec méniscos, petit croissant de lune, sont orientés vers l'intérieur de la capsule articulaire et divisent partiellement ou complètement la cavité articulaire en deux compartiments. OK? Ces structures améliorent l'ajustement, ou encore, on dit la congruence et la concordance des surfaces articulaires. Donc, ces structures améliorent l'ajustement des extrémités des os. Elles procurent ainsi une plus grande stabilité à l'articulation et réduisent nettement l'usure des surfaces articulaires. On en trouve dans l'articulation du genou, du cap, de la mâchoire et de quelques autres articulations. OK? Bon, on va voir ça dans la table. Donc, maintenant, on a vu les 6 composantes, les 6 caractéristiques de l'articulation synoviale. Une autre section, c'est les bourses ou gaines des tendons. Les bourses et les gaines des tendons ne sont pas véritablement des articulations synoviales, mais elles leur sont souvent associées. Ce sont essentiellement des pochettes de lubrifiants que l'on peut comparer à des roulements à billes. Elles jouent en effet le rôle de prévention en réduisant la friction entre deux articulations et les structures adjacentes au cours des mouvements. Alors, les bourses sont des sacs fibreux aplatis tapissés d'une membrane synoviale. Elle contient une mince pellicule de synovie. La majorité des bourses se trouvent aux endroits où les ligaments, les muscles, la peau et les tendons, où les os frottent les uns sur les autres. OK? Il n'y a quand même pas rien tellement que vous parlez de roulement à billes. On a plutôt considéré que bourse synoviale, c'est un petit blade et on mettait de l'eau. Nous avons fait expérience. Si nous frottons deux doigts nous ensemble, si nous frottons assez fort, on va la frotter chauffer tout petit. Mais si nous intercalons entre deux doigts, un petit blade qui est de la donne, ok, non seulement ça va faciliter les glissements des surfaces, mais en plus, ok, la empêcher de chauffer. Ce qui fait qu'avec l'âge, Moussa commence à fatiguer et il va subir des processus inflammatoires et l'inflammation d'une bourse s'appelle la bursite. Ça, c'était pour les bourses. Une gaine tendineuse est une bourse allongée qui entoure un tendon soumis à frottement, un peu comme le pain entoure la saucisse dans un hot dog. Ouais, ben, façon de voir. Les gaines se trouvent là où plusieurs tendons sont regroupés à l'intérieur d'un canal étroit. Par exemple, la région du poignet, ils permettent justement un glissement fait. Donc, on va regarder schéma à parler de lit. Donc, nous avons des bourses et gaines des tendons. Ça, c'est l'épaule. Ici, vous avez la tête humérale, OK, qui est solide, mais vous avez un tendon qui est le tendon du supraépineux. OK?
avec la membrane articulaire. Le problème qu'il y a, c'est que au gonflement tête là, ou pas le gonflement entre tête là avec acromion. OK? Et bagay qui l'a mis temps, le tendon du supraépineux, il a érodé. Donc c'est pour cela que je montre là, OK, bourse sérieusement justement empêcher érosion, empêcher que soit gragé tendon. Donc là, vous avez l'acromion, la bourse subacromiale, je montre là, la membrane fibreuse de la capsule. OK, donc une gaine tendineuse est une bourse allongée remplie de liquide qui entoure un tendon de manière à réduire la friction. Donc, on montre gaine tendineuse ici, parce que vous songez que le long biceps va passer dans la gouttière entre la gouttière que nous avons qui est issue du prolongement de la grosse et de la petite tubérosité. Donc, tendon du long biceps, ça a faute sous oran. Donc, il est entouré d'une gaine tendineuse. OK? Tandis que ici, il montre qui genre tête de l'humérus, ça, il pas gragé tendon. Parce que il protège. Mais à la longue, pour qu'on ait une douleur, vous avez une myosite. Alors, on retourne à l'arrière. Facteur influent sur la stabilité des articulations synoviales. Pour qu'elles soient constamment étirées et comprimées, les articulations doivent faire preuve d'une bonne stabilité afin d'éviter les luxations et les déboîtements. OK? Et luxation, c'est la perte du contact entre deux articulaires ou encore la perte du vis-à-vis articulaire. Bon, différentes façons pour dire. La stabilité d'une articulation synoviale repose principalement sur trois facteurs, pardon. La forme des surfaces articulaires, le nombre et la position des ligaments, ainsi que le tonus musculaire. Et on parle ça, une après l'autre. Surface articulaire. La forme des surfaces articulaires détermine le type de mouvement qu'une articulation peut effectuer. Après ça, on va voir les différentes articulations. Mais les surfaces articulaires ne jouent un rôle mineur que ne jouent qu'un rôle mineur dans la stabilité des articulations. En effet, de nombreuses articulations possèdent des cavités peu profondes ou même des surfaces articulaires non complémentaires, OK, qu'on pourrait justifier de mal adapté. L'exemple type, c'est l'extrémité inférieure du fémur et l'extrémité supérieure du tibia, yon qui plate, OK, qui constitue en fait un obstacle à la stabilité de l'articulation. En revanche, la stabilité se trouve grandement améliorée lorsque les surfaces articulaires sont assez étendues et qu'elles s'ajustent bien l'une à l'autre, ou lorsque la cavité est profonde. L'articulation sphénoïde de la hanche, dans laquelle la tête du fémur s'articule avec l'acétabulum de l'os, fournit l'exemple de l'excellente stabilité dont bénéficie une articulation grâce à la forme des surfaces articulaires. OK? Ligaments. On avait vu les surfaces articulaires. Les ligaments, la capsule, les ligaments des articulations synoviales assurent plusieurs fonctions. Ils unissent les os entre eux et empêchent tout mouvement excessif et non souhaitable. En règle générale, plus les ligaments sont nombreux, plus l'articulation est renforcée. Et en règle générale, plus les surfaces articulaires ne sont pas stables et plus il y aura de ligaments. Cependant, si les autres facteurs de stabilité sont insuffisants, les ligaments peuvent être soumis à une tension excessive qui provoquera leur étirement. Les ligaments étirés ne reviennent jamais à leur position initiale, un peu comme du caramel. Par ailleurs, ils se déchirent et si l'étirement dépasse 6% de leur longueur, ils se déchirent si l'étirement dépasse 6% de leur longueur. Par conséquent, une articulation n'est pas très stable si ce sont des ligaments qui en constituent le principal moyen de soutien. C'est arrivé, par exemple, pour le football, le monde n'a pas choc au niveau du football, il y a une atteinte de ces ligaments, on finit toujours par avoir une petite instabilité plus ou moins grande, alors une instabilité plus ou moins grande au niveau de l'articulation. En règle générale, j'aime te dire, plus surface articulaire concordée et moins gain ligament. Par exemple, la hanche n'a que 3 ligaments, tandis que le genou, il a un bon paquet. Tonus musculaire. OK? Dans la plupart des cas, les tendons des muscles qui traversent ces articulations représentent le facteur de stabilité le plus important. Et il y a une articulation type que nous avons ces épaules-là. Ces tendons
sont constamment maintenus sous tension par le tonus des muscles. Autrement dit que, tendon, ça, c'est un principe de gros cap, qui zoyo dans l'articulation de la place. OK? Et c'est parce que muscle a contracté. OK? Même au repos, muscle a un petit genre contracté, et ça veut dire le tonus des muscles qui rattache à l'os. OK? Donc, c'est ça vous expliquer là. Le tonus musculaire se définit comme une légère contraction des muscles au repos qui leur permet de réagir à une stimulation nerveuse. OK? Nous verrons ultérieurement que le tonus musculaire joue un rôle essentiel dans le renforcement des articulations de l'épaule, du genou et des arcs plantaires. Donc, nous finissons avec partie ça, OK? Qui te relève les bourses et gaines des tendons. OK? Nous parlons de l'autre partie, le mouvement, parce que les articulations, en fin de compte, synoviales, c'est pour le mouvement. Les mouvements permis par les articulations synoviales. Chaque muscle squelettique se rattache en deux points, au moins à des os ou à d'autres structures de tissu conjonctif. Le tendon de l'origine musculaire est lié à l'os immobile ou le moins mobile et le tendon de l'autre extrémité. Ce sont les deux points. OK? Donc, chaque muscle éthique se rattache à deux points. Et le tendon de l'origine musculaire et de l'autre côté, l'insertion musculaire. Donc, l'organe au muscle, il y a deux bouts. En premier bout que après l'origine, le plus souvent dans la nomenclature qui est acceptée, c'est que l'origine, ça part du tronc, donc tous les muscles partent du tronc, alors les muscles squelettiques, je parle, partent du tronc vers la périphérie. Donc la partie qui est vers le tronc, donc la partie qu'on va appeler la partie proximale, sera considérée comme étant l'origine musculaire, tandis que la partie distale comme l'insertion musculaire. Donc, origine, petit, attache proximale du muscle et insertion, attache distale du muscle. OK? Et l'attache distale est attachée à l'os mobile. Lorsque le muscle se contracte sur l'articulation et que son insertion, c'est-à-dire son attache distale, se rapproche de son origine, il se produit un mouvement de l'os. C'est le principe qui est à la base des mouvements des différentes parties du corps. Les mouvements peuvent être décrits en termes directionnels, donc suivant direction, par rapport aux lignes ou axes autour desquels les parties du corps bougent et par rapport au plan de l'espace dans lequel les mouvements se réalisent, c'est-à-dire dans le plan transverse, frontal et digital. Et on verra plus loin, on apprend plus loin, qui genre justement nommer les mouvements. La gamme des mouvements permis par les articulations synoviales va du mouvement non axial, mouvement de glissement seulement, car il n'y a pas d'axe autour duquel le mouvement peut s'accomplir, comme par exemple ce qui arrive dans les os du corps et les os du torse, OK? Au mouvement multi-axial, le mouvement dans les trois plans de l'espace, en passant par le mouvement uniaxial, mouvement dans un seul plan, et le mouvement biaxial, mouvement dans les deux plans. OK? Donc, il y aurait ça, et aussi des degrés de liberté, de mobilité, des degrés de liberté. L'amplitude des mouvements peut varier de manière considérable d'une personne à une autre. Chez certaines personnes, telles que les gymnastes, les acrobates, bien entraînés. L'amplitude des mouvements articulaires peuvent être exceptionnelles. Ouais, karatéka, on a fait grand écart russe, on a fait musique, danse classique, on a fait grand écart classique. Donc, OK? Les mouvements permis par les principales articulations sont représentés dans la colonne de droite du tableau 8.3. On verra ça. Il existe trois types de mouvements. Glissement, mouvement angulaire. Le glissement, c'est cisaillement. Mouvement angulaire, l'angle va s'ouvrir et se fermer. Et la rotation, où l'os va tourner sur lui-même. Nous allons décrire les principaux mouvements permis par les articulations synoviales. Et la poêle bien dans la figure 8.5 et en plus défini, mes amis, on pas quel bagage, nous parlons de ça, au tableau 8.2. OK? Donc, vous avez mouvement de glissement des os du poignet qui représente là. OK? Mouvement angulaire, flexion, extension, hyperextension du cou. OK?
Les mouvements angulaires, flexion, extension, hypertension de la colonne vertébrale. Donc, vous avez angle cap fait. OK? Donc, mouvement permis par les articulations synoviales. Donc, maintenant, vous avez les mouvements et la définition. Les gens font bien comprendre pour comprendre le mouvement. Donc, glissement, c'est déplacement de deux surfaces osseuses planes l'une sur l'autre. Donc, on les a au niveau du corps, du torse. OK? Le tout petit mouvement de glissement. Maintenant, pour les mouvements angulaires, la définition. Mouvement angulaire, flexion, diminution de l'angle entre deux os, habituellement dans le plan sagittal. OK? Donc, lorsque l'angle diminue, c'est une flexion. Extension, c'est augmentation de l'angle entre deux os, habituellement dans le plan sagittal. Alors, si la flexion et l'extension n'ont pas la même amplitude, OK? Le sens qui aura la plus grande amplitude va s'appeler flexion. Et le sens qui aura la plus petite amplitude va s'appeler extension aussi. Ça sont l'autre définition. Ensuite, lorsque le bout distal va s'écarter du corps, vous avez l'abduction, déplacement du membre loin de la ligne médiane du corps, habituellement dans le plan frontal. OK? Lorsque vous êtes dans le plan sagittal, donc la flexion se fait en avant et en arrière. OK? Tandis que l'abduction, ça se fait de droite à gauche. C'est ça que veut dire le plan frontal, plan sagittal avant, arrière. L'autre là, le plan frontal, c'est de droite à gauche. Donc, vous avez abduction, ça s'éloigne, adduction, ça se rapproche. Si nous voulons songer, faire différence entre abduction et adduction, songer abdiquer. Abdiquer, c'est s'éloigner du pouvoir. Donc, l'abduction, OK, le déplacement du membre loin de la ligne médiane du corps, habituellement dans le plan frontal. Adduction, déplacement du corps vers la ligne médiane du corps, habituellement dans le plan frontal. Et maintenant, la circonduction qui est une combinaison de deux mouvements. OK, donc déplacement d'un membre ou d'un doigt de manière à ce qu'il décrive un cône dans l'espace. Donc, dans la circonduction, OK, l'extrémité distale va faire un cercle, va tracer un cercle, ce qu'on appelle la circonduction. Il ne faut pas confondre avec la rotation latérale, mouvement de rotation vers la ligne médiane du corps, OK, tandis que la rotation latérale, c'est mouvement de rotation loin de la ligne médiane du corps. Donc, dans rotation, c'est le membre qui tourne sur lui-même. OK? Et pour bien comprendre, lors d'une chaise, ou qu'à virer avec chaise. Donc, ou qu'à virer tout autour de chaise. Lorsque vous avez un membre, l'extrémité distale d'un membre qui fait ça, c'est la circonduction. Donc, ou qu'à camper comme ça, et puis, ou virer sur vous-même. OK? Donc, lorsque la partie qui fait la rotation se trouve sur la ligne médiane, pardon, du corps, OK, pas de problème. Donc, soit vous virez à droite, soit vous virez à gauche. OK? Mais là, il y a ou sous paramédian, c'est-à-dire ou sous une position sagittale, sur un axe sagittal, OK? Il y a un changement. Maintenant, si, quand là, vous virez corps, là, vous virez, par exemple, pointe, ou après le pied bien, le bras, ça se voit bien lorsque vous mettez votre coude à angle droit. Donc, si vous faites la rotation de votre bras et que la main s'écarte de la ligne médiane du corps, on va parler de rotation, OK, et latérale. Tandis que si la main se rapproche du plan du corps, OK, on va parler de la rotation médiane du corps. OK, donc le muscle, le bras tourne sur lui-même. Et maintenant, bon, il y a toute explication ça. Bon, moi, explication livre là. Mouvement de glissement. OK, de translation ont lieu quand une surface osseuse plate, presque plane, glisse sur une autre surface semblable, d'avant en arrière, du côté à l'autre.
sans qu'il y ait d'angulation ou de rotation appréciable. Les mouvements de glissement se réalisent entre les os du corps et les os du torse et entre les processus articulaires des vertèbres. On verra ça lorsque vous verrez les vertèbres. Risque flexion. Je reprends ça. Un mouvement de repli, habituellement dans le plan sagittal, qui diminue l'angle de l'articulation et rapproche les os en cause l'un de l'autre. Pencher la tête en avant sur la poitrine et fléchir le tronc et le genou d'une position droite à une position formant un angle en sont des exemples. Donc, leur pied on passe pied au pas derrière. Ça diminue l'angle. De façon moins évidente, tout aussi exact, le mouvement du bras vers une position antérieure à l'épaule constitue la flexion du bras. Donc, pour le bras, l'envoi est pour être en avant, on appelle ça aussi, on appelle la flexion du bras. Mais cependant, ok, comme le bras va en avant, il faut plutôt parler de antéversion. Le mouvement inverse, c'est dans la rétroversion. Donc, l'extension, c'est le mouvement inverse de la flexion et se produit aux mêmes articulations. Ce type de mouvement a lieu dans un plan sagittal et accentue l'angle entre deux os, souvent, donc angle en plus grand, ok, souvent au cours du redressement d'un membre ou d'une partie du corps. Et vous avez les schémas qui vous montrent ça, ok. Donc, flexion du bras, qu'on appelle encore antéversion, flexion du genou, vous voyez, l'angle, ok, lors de l'extension du genou, l'angle est à 180 degrés, il a le fléchi, ok, angle plus petit. Donc, on va parler de flexion. Ok? L'extension, c'est le contraire. Ok? Et là, pour le bras, vous allez avoir, bon, il y a l'hyperextension, mais c'est mieux. Pour l'épaule, on va parler de rétroversion. Ok? Donc, lorsque l'extrémité du corps s'écarte du bras, ok, s'écarte du plan du corps, on va parler d'abduction. Lorsqu'il se rapproche, on va parler d'adduction. Il y a lorsque la partie tourne sur elle-même, on va parler de rotation. OK? Donc ici, pour le point de pierre aller en dehors, on va parler de rotation latérale. Le point de pierre aller en dedans, on va parler de rotation médiale. Tandis que tête dans les mains qui est en mi-temps, il y a plutôt dit rotation à droite, rotation à gauche. OK, donc, dans ma seconde dernier petit français que vous pour finir lettre. Donc, ce type de mouvement a lieu dans un plan sagittal et accentue l'angle entre les deux os, souvent au cours du redressement d'un membre ou d'une partie du corps qui était fléchie. Voilà. L'action de redresser le cou, le tronc, les coudes et les genoux après une flexion est un exemple de mouvement, est un exemple de ce mouvement. C'est que l'on va pointer après la flexion lorsque vous remettez ça à sa place. Maintenant, si l'extension de l'articulation au-delà de la position anatomique est appelée hyperextension. Bon, ça oublie dit là, un petit genre compliqué, ça veut dire que l'on peut être envoyé en avant, c'est une flexion, bon, on appelle antéversion. L'on descend ligne, l'on fait sens contraire ou descend ligne, on appelle ça l'extension. Et pour eux, la rétroversion, il y aurait l'hyperextension parce qu'on passe au-delà de la position de repos. Abduction. Est-ce que ça vaut la peine que je tout ça, puisque déjà, en tout cas, abduction est le mouvement qui éloigne un membre du plan du corps. OK? L'élévation du bras ou de la cuisse est un exemple d'abduction pour vous aider à mémoriser, bon, il y a une autre façon. Vous pouvez associer vous pouvez associer abduction avec l'impression là-bas. Donc, ça s'éloigne, éloignement. Dans le cas des doigts ou des orteils, le terme abduction indique leur écartement, parce que pour les doigts, l'abduction, le point de référence, c'est justement le majeur, le mauvais doigt. Donc, quand les doigts s'écartent du majeur, on va parler d'abduction, tandis que quand ils se rapprochent, d'adduction par ailleurs. Notez le fait que de pencher latéralement le tronc en l'éloignant de la ligne médiane du corps, de le plan frontal, est appelé flexion latérale et non abduction, parce que le corps ne peut pas s'éloigner de son plan lui-même. Donc, c'est le corps qui se déplace. Et puis, de toute façon, le corps, il est au milieu. Il va absolument qu'il est abduction, adduction, parce que le tronc est au milieu. Donc, on va parler de flexion latérale à la place d'abduction. Adduction maintenant, l'adduction,
est l'opposé de l'abduction. Il s'agit donc du mouvement d'un membre qui se rapproche de la ligne médiane du corps ou dans le cas de doigt, OK, vers la ligne médiane, vers le troisième doigt, le mauvais doigt. OK? Plus facilement, associer les lettres adduction dans adhérer, coller, bon, plutôt méthode pas. Par contre, pour nous. La circumduction de circumducere, conduire autour est le mouvement au cours duquel le membre décrit un cône dans l'espace. OK? L'extrémité distale du membre trace un cercle. Ah, je suis d'accord avec. Alors que le sommet du cône, l'articulation de l'épaule gauche, est plus ou moins stationnaire. Au moment de son élan, un lanceur de baseball effectue un mouvement, circonduction avec le bras, puis celui de la balle, parce que la circonduction est de fait le résultat de la séquence des mouvements de flexion. Bon, c'est le moyen le plus rapide d'exercer les nombreux muscles qui régissent les mouvements de l'articulation sphéroïde de la hanche et de l'épaule. Compliqué. La rotation est le mouvement d'un os autour de son axe longitudinal. L'os tourne sur lui-même. C'est le seul mouvement qui est possible entre les deux premières vertèbres cervicales, l'atlas et l'axis. OK? Il se produit aussi aux articulations de la hanche, de l'épaule. La rotation peut se faire en direction de la ligne médiane du corps ou elle peut s'éloigner. Par exemple, la rotation médiale de la cuisse. Dans la rotation médiale de la cuisse, la face antérieure du fémur se déplace vers le plan médian du corps. La rotation latérale est le mouvement opposé. Et maintenant, on va voir des mouvements spéciaux. Certains mouvements n'entraînent dans aucune des catégories précédentes et ne sont possibles qu'au niveau de certaines articulations. Par exemple, des mouvements spéciaux illustrés à la figure 8.6. Est-ce que c'est 8.6? Oui. Mouvements spéciaux. On a pris schéma, après ça, blandi. OK, vous avez la fameuse pronosupination qui est un mouvement spécifique de l'avant-bras. OK, où le radius va tourner autour de l'ulna. Ensuite, il y a un problème au niveau de la cheville, on va foutre qui ça va après les flexions, qui ça va après les extensions. Donc, quand c'est vers le dos du pied, il y a une dorsiflexion, et lorsque c'est vers la plante du pied, après les flexions plantaires. OK? Et vous avez les fameux mouvements d'inversion, où la plante du pied va en dedans, et inversion, elle tente d'aller en dehors. OK? Bon, au niveau de la mâchoire, vous avez la protraction de la mandibule et la rétraction. Quand vous faites bouche, vous allez OK? Et naturellement, élévation et abaissement de la mandibule, c'est un truc à part. Et puis, au niveau des doigts, vous avez la fameuse opposition. Est-ce que ça vaut la peine de lire le texte? Hmm? Donc, mouvements spéciaux, supination, pronation. Les termes supination et pronation ne désignent essentiellement que des mouvements du radius autour de l'ulna. Bien que ces termes soient parfois associés également au mouvement du pied, la supination est la rotation latérale de l'avant-bras pour tourner la paume en position antérieure ou si le coude est fléchi en position supérieure. Dans la position anatomique, la main est en supination. OK? Et le radius et le là sont parallèles. OK? Dans la pronation, l'avant-bras décrit une rotation vers le plan médian. OK? On dit encore supination suppliée. Hein? Dans la pronation, l'avant-bras décrit une rotation vers le plan médian et la paume se trouve en position postérieure ou inférieure. L'extrémité distale du radius se déplace par rapport à l'ulna vers la ligne médiane du corps, de sorte que les deux os se croisent. C'est la position de détente de l'avant-bras. Ce type de mouvement est beaucoup plus faible que la supination. Les muscles de la pronation étant moins puissants que ceux qui permettent de faire la supination. Okay? Pour mieux distinguer la supination de la pronation, il y aura une façon plus d'auto. Rappelez-vous que la pronation est le mouvement qu'on effectue pour prendre, alors que les mains tendues dans une attitude de supplication sont la supination. Donc, supplier, supination, prendre, pronation. Dorsiflexion, inflexion portée du pied, on emploie des termes particuliers pour désigner les mouvements du pied dans le plan vertical au niveau de l'articulation de la cheville. Ainsi, on appelle dorsiflexion le mouvement consistant à lever le pied en direction du tibia, le dos du pied, mouvement analogue à l'extension du poignet.
Et flexion plantaire, l'action de pointer les orteils vers le bas, mouvement qui correspond à la flexion du poignet. Inversion et éversion. Le terme inversion fait référence au mouvement spécial du pied. Dans l'inversion, la plante du pied est tournée en dedans, hein, et dans l'inversion est tournée à l'extérieur. OK? Protraction, rétraction, mouvement de non angulaire dans le plan transverse sont dénommés respectivement protraction et antépulsion, rétraction et rétropulsion, bien rétroversion. Bon. La mandibule est protractée lorsque la mâchoire est penchée en haut et rétractée lorsqu'elle se déplace postérieurement et retourne en sa position originale. Redresser les épaules dans la position de vous est un autre exemple de rétroaction. Élévation et abaissement, bon, on a ça aussi pour le moyen d'épaule, signifie lever et déplacer en position supérieure. La scapula s'élève lorsque nous haussons les épaules et le mouvement inverse, la partie élevée au vers le bas est appelé abaissement. OK? Et vous avez opposition et reposition, c'est dans l'articulation, fameuse articulation ancelle du premier métacarpien au niveau du pouce. Et l'os trapèze permet un mouvement de flexion du pouce bien particulier appelé opposition. Et si je ne me trompe pas, il n'y a que les êtres humains qui peuvent faire ce mouvement-là. Le pouce peut ainsi toucher le bout des autres doigts de la même main. C'est l'opposition qui fait de la main humaine un outil bien adapté à l'appréhension et à la manipulation des objets. Le mouvement de retour s'appelle la reposition. Bon. Maintenant, type d'articulation synoviale. OK? Toutes les articulations synoviales partagent certaines caractéristiques structurales, mais elles n'ont pas toutes pour autant de plans structurels communs. On peut les subdiviser en 6 catégories. Attention, OK, au bout de tête. On peut les subdiviser en 6 catégories principales selon la forme de leur surface articulaire qui détermine les mouvements permis. Plane, trochléenne, tronchoïde, condylaire ou ellipsoïde, ancelle et sphérique. Comme vous voyez, un tas de mots barbares. Okay? Et pour cela, on devra aller voir le Zoom 8.1 sur les articulations synoviales, OK, et résume les propriétés de ces articulations. Quant au tableau 8.3, OK, il résume les caractéristiques structurelles et fonctionnelles des articulations du corps. C'est à la page 298, donc 4 pages. D'abord, on va voir le fameux Zoom 1. Hein? Non, c'est pas ça qui Zoom 1. Alors, voir, oui, Zoom 8.1. Donc, 6 types d'articulation synoviale déterminent les types de mouvements d'une articulation synoviale qu'une articulation synoviale peut produire. Nous avons les glissements, mouvement non axial, glissement. OK? De surface plus ou moins plate. OK? Exemple, les os du corps. Maintenant, articulation trochléenne. OK? Vous avez une trochlée, comme une poulie. Ouais, ça ressemble aux poulies. OK? Et vous avez ça entre le coude et entre les phalanges. Bon, l'articulation trochléenne ne permet qu'un seul type de mouvement, c'est la flexion-extension. OK? Et ou bien la pronosupination, nous avons une variante d'articulation trochléenne. OK? Donc, vous avez un cylindre qui va tourner dans une surface concave. Concave veut dire qu'il est creux. OK? Et ça ne peut faire qu'un seul mouvement, c'est la flexion-extension. Articulation trochoïde, oui, c'est mieux. T'as une bêtise. Articulation trochoïde, comme par exemple la tête de l'ulna au niveau de l'incision ulnaire, la tête de, mes amis, du radius au niveau de l'incision ulnaire de l'ulna. OK? Donc, on appelle ça articulation trochoïde et ça permet de faire des rotations de l'os qui est là-dedans. Ensuite, nous avons, OK, articulation condylaire, OK, qui permet un mouvement biaxial. Donc, on peut avoir flexion, extension et adduction, abduction. Exemple, les doigts, OK. Les articulations métacarpophalangiennes, des jointures, les articulations radiocarpiennes du poignet.
OK? Donc, ce sont des articulations condylaires, 2 degrés de liberté, flexion-extension, abduction-adduction. La fameuse articulation en selle du pouce, OK? Qui, lors de l'abduction, qui permet de faire l'abduction, adduction, mais aussi la flexion et l'extension en même temps. Et cette fameuse articulation, OK, permet justement l'opposition des doigts. Articulation sphéroïde au niveau de l'épaule, au niveau de la hanche, nous avons une cavité et une tête sphérique. Et celle-là, à 3 degrés de liberté, on peut faire la flexion, l'extension, l'abduction, l'adduction et la rotation. OK? Donc, caractéristiques structurelles et fonctionnelles des articulations du corps. Nous avons l'illustration, l'articulation. OK, donc de la tête, c'est une suture, synarthrose, aucun mouvement. On va pas lire ça, ça va faire trop fastidieux. Vous avez le livre, vous pouvez relire ça. De toute façon, c'est une audite. Membre supérieur, membre inférieur, vous avez la même chose. OK? Et je pense que on va s'arrêter là. OK? Prochaine vidéo parlera des 5 exemples qui illustrent la diversité des articulations synoviales. Au revoir tout le monde et à la prochaine vidéo.